Le régime iranien lutte pour sa survie dans les rues de Téhéran. Depuis 2 semaines, les manifestants descendent dans les rues, qui sont désormais jonchées de morts. L'un des moments les plus critiques. Des forces de sécurité et des civils ont été tués lors de la manifestation. Et à des milliers de kilomètres de là, l'économie chinoise commence à suffoquer à cause de cela. Maintenant, ces deux histoires semblent sans rapport, mais croyez-moi, elles sont étroitement liées, vous voyez. Pendant 20 ans, Pékin pensait avoir surpassé l'Occident en devenant l'acheteur de dernier recours pour les régimes les plus sanctionnés du monde. La Chine s'est assurée une énorme bouée de sauvetage énergétique à prix réduit que les États-Unis ne pouvaient pas atteindre. Cependant, en 2026, la facture de ce pétrole bon marché arrive enfin à échéance. Elle est due maintenant, avec les États-Unis qui capturent Nicolás Maduro et les gardiens de la révolution islamique qui tuent des manifestants. Le monde de la Chine est en train de s'effondrer à l'heure où nous parlons. Ces pays ne pouvant plus envoyer autant de pétrole, Pékin fait lentement face à un avenir sombre. Ce n'est pas seulement une pénurie d'approvisionnement imminente, c'est un effondrement stratégique catastrophique. La Chine n'a pas seulement acheté du pétrole, elle s'est offert une place au premier rang d'une révolution qu'elle ne peut pas contrôler. Pour comprendre comment la Chine en est arrivée là, il faut remonter quelques années en arrière. La montée en puissance de la Chine a toujours été alimentée par le pétrole. Chaque usine qui ouvrait, chaque gratte-ciel qui s'élevait, chaque navire chargé d'exportation avait besoin de carburant pour avancer. Le pétrole brut a transformé la Chine, qui était principalement un pays agricole, en l'atelier du monde. Et cette réalité n'a pas changé, même des années plus tard. Aujourd'hui, la Chine consomme plus de pétrole que n'importe quel autre pays à l'exception des États-Unis, important plus de 10 millions de barils par jour, simplement pour faire tourner son économie. Cette dépendance est bien plus qu'une simple statistique, c'est un point de pression. Lorsque le pétrole circule sans encombre, l'économie tourne bien. Quand il ralentit, tout le monde le ressent. Les transports se resserrent, les coûts augmentent, les usines hésitent. Le pétrole n'est pas seulement une source d'énergie pour la Chine, c'est le moteur de son développement, et en même temps, la faiblesse qui pourrait freiner son avenir. Au sommet de son essor, Pékin pensait avoir trouvé une solution pour pallier cette faiblesse. Au lieu de rivaliser pour du pétrole coûteux sur les marchés ouverts, la Chine a choisi une autre voie. Elle achèterait plus que n'importe qui d'autre, mais paierait moins que tout le monde et sécuriserait son approvisionnement. Peu importe les sanctions ou les pressions politiques qui se dresseraient sur son chemin, la stratégie était simple. Nouer des relations là où les autres se retiraient. Dans ce but, la Chine n'a pas seulement acheté du pétrole, elle a tissé une toile. L'Iran, le Venezuela et d'autres producteurs sous sanctions sont devenus des éléments clés de ce système. Alors que les pays occidentaux renforçaient les restrictions, la Chine est intervenue comme acheteur de dernier recours, achetant discrètement des barils à prix réduit et étendant son influence au passage. Nulle part cette stratégie n'a été plus importante qu'en Iran, alors que les sanctions se resserraient autour de Téhéran. La Chine a comblé le vide. Elle est devenue le plus grand client de l'Iran, achetant des milliards de barils à prix réduit et signant des accords à long terme que la plupart des pays évitaient. Au début, cela ressemblait à un échange parfait. La Chine obtenait du pétrole bon marché. L'Iran bénéficiait d'une bouée de sauvetage vitale. Mais avec le temps, cet arrangement a cessé d'être une opportunité à court terme pour devenir structurel. Le brut iranien a commencé à alimenter les usines chinoises, à faire fonctionner les navires et à maintenir le mouvement des villes en pleine croissance. Il est devenu une partie du rythme quotidien de l'économie chinoise. Mais cette dépendance a eu un coût. Le pétrole iranien représente désormais une part importante des importations chinoises, liant Pékin à un pays connu pour ses tensions politiques et ses chocs soudains. Sur le papier, l'accord semble efficace et audacieux, mais en réalité, il laisse la Chine vulnérable. Si la géopolitique change ou si l'approvisionnement faiblit, l'impact serait immédiat. La croissance de la Chine dépend désormais de flux pétroliers, qui pourraient être interrompus du jour au lendemain. Et cette fragilité est aujourd'hui fortement mise à l'épreuve. L'Iran traverse l'une de ses périodes les plus instables depuis des années. Les manifestations se sont répandues dans les grandes villes alors que la vie quotidienne devient de plus en plus difficile. L'inflation a dépassé les 45%. Le rial a perdu plus de la moitié de sa valeur en une seule année. Et les pénuries touchent aussi bien les ménages que les entreprises. Ce qui a commencé comme de la colère contre les prix de la nourriture et du carburant s'est transformé en une défiance ouverte envers le gouvernement. Des grèves, des chants et des manifestations de rue se déroulent à grande échelle, révélant à quel point le système est sous tension. Ces troubles ne sont pas seulement politiques, ils sont avant tout économiques, car la monnaie s'effondre à cause de la corruption, d'une mauvaise gouvernance et de facteurs environnementaux. La pression monte dans tout le pays. Dans ce contexte, il devient beaucoup plus difficile de maintenir une industrie pétrolière massive en bon état de fonctionnement, et le pétrole est le seul secteur que l'Iran ne peut absolument pas se permettre de perdre. Malheureusement pour la Chine, cela crée un problème sérieux. Au cours des dernières années, Pékin est devenu la principale bouée de sauvetage de l'Iran. Malgré les sanctions,
La Chine achète désormais la majeure partie du pétrole exporté par l'Iran, souvent à des prix inférieurs de 5 à 10% aux références mondiales. Les expéditions ont tourné autour de 15%, à 2 millions de barils par jour ces derniers mois, les niveaux les plus élevés jamais enregistrés entre les deux pays. Pour les raffineurs chinois, cet approvisionnement bon marché a amorti les fluctuations des prix mondiaux et leur a permis d'économiser des milliards. Donc, pour Pékin, risquer de perdre le pétrole iranien n'est pas seulement un problème logistique, c'est une catastrophe financière. Mais plus la Chine dépend de l'Iran, plus elle absorbe l'instabilité de l'Iran. C'est parce que le pétrole dépend de la stabilité. Et en ce moment, la stabilité se fait rare. Le secteur pétrolier iranien emploie des dizaines de milliers de travailleurs, et l'histoire montre qu'il ne reste pas silencieux lorsque les troubles se propagent. Si les manifestations atteignent les raffineries, les oléoducs ou les terminaux d'exportation, la production pourrait ralentir et les expéditions pourraient être interrompues. Même des grèves des transports pourraient laisser les pétroliers attendre au port, ce qui causerait un gros problème. Ces craintes de sabotage, de sanctions renforcées et de retrait des assurances compliquent la logistique. Chaque jour, même si le pétrole continue de circuler, chaque flambée de tension augmente le risque d'une interruption soudaine. Pékin ne peut pas ignorer cela. Les planificateurs énergétiques peuvent compter sur le pétrole iranien pour maintenir les coûts bas, mais ils ne peuvent pas contrôler les événements à l'intérieur de l'Iran. Chaque manifestation, chaque chute de la monnaie, chaque affrontement entre manifestants et forces de sécurité comporte un risque. Ce qui semblait autrefois être une bonne affaire ressemble maintenant à un pari. Avec une part importante des importations de brut de la Chine liées à l'Iran, même une brève interruption obligerait Pékin à chercher des alternatives à des prix plus élevés, ce qu'ils ont évité pendant des années. Hé, si tu es toujours là, pendant que la Chine s'inquiète discrètement pour des barils qui pourraient ne jamais arriver, abonne-toi vite à la chaîne. Parce que, crois-moi, les rebondissements ne font que commencer, et tu ne veux pas rater Pékin en train de paniquer, quand le prochain coup dur tombera. Abonne-toi, active les notifications, et continuons à regarder ce drame énergétique se dérouler ensemble, d'accord ? Retour au chaos dans 3, 2, 1. Alors, ne te méprends pas, le système pétrolier de l'Iran ne s'est pas encore complètement effondré, mais quelque chose d'aussi important a déjà disparu, la confiance. Même si les puits continuent de pomper et que les ports restent ouverts, la véritable monnaie, la fiabilité, a disparu. En ce moment, les compagnies maritimes hésitent à envoyer des navires vers les ports iraniens. Ils s'inquiètent des retards, des manifestations ou d'éventuelles flambées soudaines. Les assureurs se retirent, les primes augmentent, et chaque voyage coûte un peu plus cher. Même les commerçants et les intermédiaires, la Grèce qui fait tourner ce commerce de l'ombre, deviennent prudents. Ce qui ressemblait autrefois à un flux régulier de pétrole bon marché semble désormais incertain. Chaque expédition comporte une part d'incertitude. Et pour la Chine, le calcul a changé. Elle n'importe plus seulement du brut à prix réduit. En s'alliant aussi étroitement à l'Iran, Pékin importe également l'instabilité de l'Iran. Et cette incertitude plane désormais sur chaque baril qui atteint ses côtes. Ce même schéma que nous avons vu avec l'Iran se répète de façon encore plus marquée en Amérique latine. Aux côtés de l'Iran, le Venezuela est devenu un élément clé du plan de la Chine pour sécuriser du pétrole à prix réduit auprès de pays sous sanctions occidentales. Caracas a vendu du brut à des prix fortement réduits, et la Chine est intervenue comme acheteur de dernier recours. L'année dernière, près d'un demi-milliard de barils par jour étaient acheminés vers la Chine, soit environ 4% de ses importations totales de pétrole par voie maritime. Ces barils étaient particulièrement importants pour les petites raffineries indépendantes du Shandong, les soi-disant théières, qui survivent avec des marges très faibles. Pour Pékin, le pétrole vénézuélien représentait plus qu'un simple carburant bon marché. Cela faisait partie du système mis en place pour protéger la Chine de la pression occidentale et maintenir les coûts énergétiques bas. Les liens entre les deux pays remontent à de nombreuses années. En 2007 sous Hugo Chavez, la Chine et le Venezuela ont lancé un financement adossé au pétrole via le fonds conjoint Chine-Venezuela. L'idée était simple. La Chine envoyait de l'argent pour des projets et pour soutenir le budget, et le Venezuela remboursait par des livraisons de pétrole. Au fil du temps. En 2014, le total des prêts avait dépassé 60 milliards de dollars, et même en 2016, le Venezuela devait encore plus de 20 milliards. Les paiements étaient liés au baril, pas seulement à l'argent, ce qui signifiait que les deux parties étaient engagées ensemble sur le long terme. Une grande partie du pétrole brut du Venezuela provient de la ceinture de l'Orénoque. Il est extra lourd, épais et sulfuré, ce qui le rend difficile à raffiner, à utiliser. La Chine a dû s'adapter, donc ses raffineries ont ajouté des unités de coquefaction et des systèmes de désulfuration, surtout dans les usines indépendantes du Shandong. Pendant ce temps, les raffineries indépendantes ont investi dans des cuves de mélange pour mélanger le pétrole vénézuélien, avec des bruts plus légers du Moyen-Orient. Beaucoup d'opérateurs ne gagnaient que 2 à 5 dollars par baril, donc la remise comptait vraiment. Avec le temps, cela est devenu intégré au système. Les installations ont été conçues pour le pétrole vénézuélien.
La logistique a été adaptée pour le gérer, et les négociants ont appris à le faire passer par des routes parallèles pour éviter les sanctions. Tout cela pour dire que la Chine a créé toute une chaîne d'approvisionnement autour du Venezuela, ce qui l'a étroitement lié à Caracas. Maintenant, cette dépendance rencontre des difficultés. L'arrestation de Nicolás Maduro, en janvier 2026, a laissé le Venezuela politiquement affaibli. Delcy Rodríguez est officiellement aux commandes, mais le gouvernement est divisé. Petróleos de Venezuela, société anonyme, est exposée, et Washington agit déjà pour rediriger le pétrole vénézuélien vers les États-Unis. Cela signifie que près de 400 000 barils par jour sur lesquels la Chine comptait pourraient être retardés, réduits ou simplement envoyés ailleurs. Le pétrole brut lourd est difficile à remplacer rapidement, et les raffineries chinoises ne peuvent pas simplement passer à des bruts plus légers, sans investir du temps et de l'argent pour s'adapter. Le problème vient de deux directions, et il frappe presque en même temps. Le premier choc, c'est le pétrole lui-même. Lorsque les expéditions vénézuéliennes s'arrêtent ou ralentissent, les raffineurs chinois n'ont pas le luxe d'attendre. Ils doivent chercher ailleurs, généralement en payant plus cher et en agissant rapidement. Cela signifie changer les mélanges de brut, modifier les équipements et ralentir la production pendant que les ajustements sont effectués. Chaque étape ajoute des coûts, et chaque retard grignote les bénéfices, transformant ce qui était autrefois du pétrole bon marché en un fardeau croissant. Puis vient le deuxième choc, et il est encore plus profond. Les prêts de la Chine au Venezuela sont liés aux livraisons de pétrole. Lorsque les barils n'arrivent pas, les remboursements s'arrêtent, les projets communs sont gelés, et l'influence qui semblait autrefois garantie commence à s'estomper. Au lieu d'avoir un levier, Pékin se retrouve à porter le risque, avec moins d'outils pour résoudre le problème. Tout cela se produit dans une industrie qui était déjà fragile. La production pétrolière du Venezuela s'est effondrée, passant de plus de 3 millions de barils par jour à la fin des années 1990 à environ 700 000 d'ici 2025. Les champs sont épuisés, les oléoducs fuient, les raffineries peinent, et Petróleos de Venezuela S.A. manque de travailleurs et de pièces détachées. Ajoutez à cela une crise de leadership, et les perturbations deviennent inévitables. Malgré ces problèmes, la Chine ne peut pas se retirer sans conséquence. Des milliards sont engagés dans des prêts. Ces raffineries sont conçues pour les brutes lourds du Venezuela, et les petites raffineries dépendent des cargaisons à prix réduit pour survivre. Ce qui semblait autrefois être une couverture astucieuse contre les sanctions ressemble maintenant à un piège. La crise du Venezuela a frappé le cœur de la bouée de sauvetage énergétique de la Chine, un pays qui importe plus de 10 millions de barils par jour pour faire tourner son économie. Ce genre de choc n'est pas seulement gênant, il est dangereux. Ce qui aggrave encore la position de la Chine, c'est que ses liens pétroliers avec le Venezuela ne sont pas seulement en train de s'affaiblir, ils sont presque coupés du jour au lendemain. Pékin, qui a passé près de 2 décennies à construire ses liens par la diplomatie, des prêts et des modifications de raffineries, risque maintenant de voir tout cela s'effondrer en quelques semaines, et non en quelques années. La pression s'est encore accentuée récemment, lorsque l'administration Trump a donné à la dirigeante intérimaire du Venezuela, Delcy Rodríguez, un choix difficile. Les États-Unis lui ont dit que Caracas doit rompre ses liens économiques et pétroliers, avec la Chine, l'Iran, la Russie et Cuba, et travailler exclusivement avec Washington sur la production pétrolière avant de pouvoir reprendre l'extraction de pétrole. Ce n'était pas qu'une simple suggestion, c'était une exigence soutenue par la pression politique et la puissance militaire des États-Unis dans la région. Pour la Chine, les implications sont graves. Depuis le milieu des années 2000, Pékin a prêté plus de 60 milliards de dollars au Venezuela, avec un remboursement lié aux livraisons de pétrole. Ces prêts ont donné à la Chine une influence politique en Amérique latine, et un approvisionnement régulier en pétrole brut lourd pour ses raffineries. Aujourd'hui, alors que Washington pousse le Venezuela à s'associer avec les États-Unis, ces flux de remboursement risquent de se tarir. Les prêts, les co-entreprises et les infrastructures construites autour du pétrole vénézuélien pourraient tous finir par être abandonnés. L'exigence de Washington change la donne. Il ne s'agit plus d'instabilité politique à Caracas ou des conséquences de l'arrestation de Maduro. Il s'agit des États-Unis qui coupent délibérément la Chine de l'une de ses sources d'énergie les plus importantes en forçant le Venezuela à choisir. Les États-Unis ont transformé des années de diplomatie et d'investissement chinois en incertitude. Les milliards que Pékin a investis dans des prêts, des routes, des projets de logement, des chemins de fer et des entreprises pétrolières sont désormais en jeu, avec des mécanismes de remboursement menacés d'effondrement. Les effets d'entraînement sont déjà visibles. Les compagnies maritimes hésitent désormais à envoyer des navires dans les ports vénézuéliens, car les politiques peuvent changer du jour au lendemain. Les assureurs augmentent les primes et resserrent la couverture, rendant chaque voyage plus coûteux. Les négociants qui acheminaient autrefois du pétrole vers le marché parallèle chinois font maintenant face à des risques juridiques et politiques. Chaque expédition suscite des doutes, et chaque retard oblige les raffineurs à payer plus cher ailleurs. Ce qui semblait autrefois être une couverture intelligente contre les sanctions occidentales ressemble maintenant à un piège.
Les liens pétroliers de la Chine avec le Venezuela ne diminuent pas, ils sont en train d'être coupés. L'exigence de l'administration Trump que le Venezuela rompe ses liens avec Pékin et s'aligne sur Washington a transformé une stratégie à long terme en une vulnérabilité soudaine pour la Chine. Ce n'est pas seulement perdre des barils de pétrole, c'est perdre de l'influence, perdre des remboursements et perdre le fondement même de sa diplomatie énergétique. En Amérique latine, des années d'investissement sont réduites à néant en quelques semaines, et Pékin se retrouve à regarder l'un de ses plus importants cordons ombilicaux pétroliers s'effondrer sous la pression américaine. Avec l'Iran secoué par des manifestations et le Venezuela attiré dans l'orbite de Washington, la toile énergétique patiemment construite par la Chine commence à se défaire. Les cordons ombilicaux que Pékin a patiemment tissés au fil d'années de diplomatie et de milliards de prêts sont aujourd'hui en train de s'effilocher, laissant la Chine avec de moins en moins de bonnes options. La prochaine étape naturelle a été de s'appuyer davantage sur la Russie pour le pétrole. Sur le papier, la Russie semble être un choix évident de repli. C'est l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde, et la Chine a acheté davantage de brut russe depuis 2022 souvent, à des prix très avantageux. D'ici 2025, la Russie envoyait plus de 2 millions de barils de pétrole par jour à la Chine, via des oléoducs et des pétroliers. Pour Pékin, ces barils semblaient donc constituer un coussin face aux problèmes en Iran et au Venezuela, mais la réalité c'était plus complexe. Et s'appuyer sur Moscou comporte de sérieux risques. La Russie elle-même subit des pressions. La longue guerre en Ukraine a épuisé l'argent et les ressources, déclenché des vagues de sanctions, et laissé son économie et ses infrastructures sous pression. Les champs pétrolifères de Sibérie vieillissent et produisent moins. Les oléoducs nécessitent des réparations coûteuses, et les sanctions ont bloqué l'accès aux technologies occidentales clés, qui permettraient de maintenir la production. Chaque baril de pétrole que la Chine achète maintenant dépend d'un système qui montre des signes de faiblesse. Et puis, il y a les sanctions elles-mêmes. Les États-Unis et l'Europe ont imposé d'importantes restrictions sur l'énergie russe, notamment des plafonds de prix et des limites sur l'assurance maritime pour continuer à vendre du pétrole. La Russie s'est tournée vers une soi-disant flotte fantôme de vieux pétroliers qui opèrent en dehors des systèmes d'assurance et de sécurité habituels. Ces navires naviguent souvent sous des pavillons discrets. Ils éteignent les balises de localisation et empruntent de longues routes indirectes pour transporter le pétrole vers des acheteurs comme la Chine. Même cette bouée de sauvetage est en train d'être réduite. Les responsables occidentaux répriment la flotte fantôme et les pétroliers qui contournent les sanctions. Certains navires ont été saisis, et les autorités renforcent la surveillance des bateaux, qui dissimulent l'origine de leur cargaison, ou enfreignent les règles du plafonnement des prix. Ces mesures montrent que les failles utilisées par la Russie pour maintenir l'exportation de pétrole se réduisent. Pour la Chine, cela ajoute un nouveau type de risque. Acheter du pétrole russe signifie désormais traiter avec des navires risqués et des livraisons incertaines. Franchement, la flotte fantôme de la Russie a toujours été un moyen risqué de transporter du pétrole. Mais maintenant, ce risque est soudainement devenu impossible à ignorer. Avec les États-Unis qui poursuivent activement et capturent ces navires hors la loi, un pétrolier déjà signalé pour avoir enfreint les sanctions était étroitement surveillé par les forces américaines. Normalement, ce genre de surveillance reste discret, mais cette fois-ci, ce ne fut pas le cas. Au lieu de reculer, Moscou est intervenu et a envoyé des escortes navales, y compris un sous-marin, pour protéger le navire. À ce moment-là, un jeu discret en mer s'est transformé en une confrontation tendue. Le pétrolier lui-même n'avait rien de spécial selon les normes russes. C'était l'un des nombreux vieux navires utilisés pour faire passer du pétrole en contournant les plafonds de prix et les règles d'assurance. Ces navires naviguent sous des pavillons inconnus, éteignent leur système de suivi et se cachent derrière des couches de sociétés écrans. Pendant des mois, ils avaient discrètement livré du pétrole brut à prix réduit à des acheteurs comme la Chine. Mais cette fois, les règles ont changé. Les États-Unis ont choisi d'agir. En montant à bord du navire près de l'Islande et en prenant le contrôle, la réaction de la Russie a tout dit, en envoyant des navires de guerre et un sous-marin. Moscou a clairement indiqué que les exportations de pétrole ne sont plus seulement une affaire commerciale, mais qu'elles sont désormais une question de sécurité. Ce qui relevait autrefois de la paperasserie et des failles juridiques a désormais franchi le seuil du domaine militaire, où chaque expédition comporte un risque d'escalade. Pour la Chine, cela touche de près. Une grande partie du pétrole russe bon marché dont elle dépend transite par les routes de l'ombre. Si les navires peuvent désormais être arrêtés ou saisis purement et simplement, chaque cargaison devient alors un pari risqué. Ce qui semblait autrefois être une astuce intelligente commence à paraître dangereux. Le message est difficile à ignorer. Les sanctions ne sont plus des menaces abstraites. Elles sont désormais appliquées en pleine mer avec une véritable force derrière elles. La Russie est prête à défendre son pétrole. Les États-Unis sont prêts à le bloquer. Et la Chine se retrouve coincée entre les deux. Elle dépend d'une chaîne d'approvisionnement désormais sous pression directe. La situation à Pékin semble tendue. Les protections de la Chine s'effondrent. L'Iran est instable sur son propre territoire. Le Venezuela est réorienté vers les États-Unis. Et maintenant la Russie, le dernier grand fournisseur, est elle-même sous la pression des sanctions et de la communauté internationale. La Chine se retrouve liée à un partenaire dont l'avenir est incertain et dont les flux pétroliers sont pris dans des dangers juridiques et politiques.
La lutte de la Chine avec le pétrole est aggravée par les États-Unis, et Pékin le sait. Ce qui avait commencé comme une rivalité commerciale et technologique s'est maintenant étendu à l'énergie, où les actions de Washington coupent les lignes d'approvisionnement de la Chine les unes après les autres. L'Iran en est le premier exemple. Les États-Unis ont renforcé les sanctions sur le pétrole iranien depuis des années, et ces règles ne visent pas seulement Téhéran, elles menacent aussi tous ceux qui achètent du brut iranien, y compris les raffineurs chinois qui dépendent de ce pétrole. Cela signifie que chaque expédition comporte un risque, même lorsque le pétrole circule. La crainte de sanctions plane en permanence, et l'instabilité à l'intérieur de l'Iran rend encore plus difficile de compter sur ces barils. Les États-Unis ont même ciblé les navires et les entreprises qui aident à exporter le pétrole iranien vers la Chine, rendant le transport de ce brut plus difficile et plus coûteux. Pour ajouter à cette pression déjà existante, maintenant, Trump a ouvertement soutenu les manifestants, avertissant que les États-Unis pourraient intervenir si la répression s'aggravait. Au même moment, Netanyahou parlait d'une possible seconde vague d'action, soulignant clairement que l'Iran se retrouve une fois de plus au centre des tensions mondiales. Ce n'est plus simplement des troubles à l'intérieur de l'Iran, c'est devenu un outil. Les manifestations affaiblissent le gouvernement, ralentissent l'économie et rendent plus difficile pour l'Iran d'exporter son pétrole. Et c'est exactement le but. En plus de cela, les avertissements des États-Unis concernant des frappes sur des sites nucléaires planent en arrière-plan, ce qui augmente encore les enjeux. Chaque menace ajoute un risque au système pétrolier de l'Iran, des ports aux oléoducs en passant par les routes maritimes. Pour la Chine, c'est un problème sérieux, car il y a une crainte constante qu'une décision à Washington ou à Tel Aviv puisse interrompre le flux du jour au lendemain. Et puis il y a le Venezuela. L'administration Trump a clairement exigé que Caracas rompe ses liens avec tous les autres et travaille plutôt avec les États-Unis sur la production de pétrole. Cela signifie que ces barils, qui étaient autrefois destinés à la Chine, sont maintenant redirigés vers les États-Unis, où ils devraient être vendus à leur pleine valeur marchande. Cela signifie que la Chine perd une source d'approvisionnement bon marché, tandis que les États-Unis profitent du pétrole. Pékin pensait avoir sécurisé ses intérêts avec des prêts d'une valeur de plus de 60 milliards de dollars. La Russie était le dernier grand recours, mais même elle a son propre lot de problèmes. Sur le papier, cela semble être un choix solide. La Russie est l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde, et la Chine a acheté de grandes quantités de brut russe, souvent à prix réduit. Mais cette bouée de sauvetage est elle aussi fragile, entre les sanctions, la guerre et toutes les choses folles que la Russie fait en ce moment. On ne peut pas vraiment appeler ça une bouée de sauvetage. Ces pressions ne sont plus de simples gros titres lointains. Elles ne se produisent pas ailleurs, elles apparaissent à l'intérieur de la Chine, et elles commencent à causer de vrais problèmes dans le pays. On peut voir d'abord où le système est le plus faible, et cela en dit long. Commençons par les petites raffineries dites théières. Ces usines ont été conçues pour être flexibles, mais elles survivent avec des marges très faibles. Donc, quand les pétroliers arrivent en retard, tout dérape. Quand le brut livré n'est pas du bon type, les machines ne peuvent pas fonctionner comme elles le devraient. Les stocks peuvent sembler être un filet de sécurité, mais ils n'aident que si le pétrole est réellement adapté à la raffinerie. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Les coûts augmentent, les profits diminuent, et le risque fait partie des opérations quotidiennes. Ce qui commence dans des endroits comme Téhéran, Caracas ou Moscou, finit dans des usines chinoises, transformant le chaos mondial en une crise locale. Et une fois que les raffineries indépendantes commencent à avoir des difficultés, les problèmes ne restent pas confinés. Leur déficit oblige les grandes raffineries d'État à intervenir, comblant des lacunes qu'elles n'étaient jamais censées porter seules. Pour maintenir l'approvisionnement en carburant, ils réorganisent les expéditions, déplacent le pétrole entre les régions et réécrivent les plannings presque chaque jour, mais même ainsi, le système reste fragile. Un seul navire retardé dans un port peut provoquer des répercussions dans tout le pays. Le carburant se raréfie à un endroit puis à un autre. Les coûts de transport augmentent à mesure que les approvisionnements s'amenuisent. Les usines le ressentent ensuite, payant plus cher rien que pour garder les lumières allumées et les machines en marche. Ces coûts plus élevés ne restent pas longtemps à l'intérieur des usines. Les prix commencent à augmenter, l'inflation s'installe lentement et l'économie commence à ralentir. Elle ne s'effondre pas, mais elle perd de l'élan. La confiance s'affaiblit, l'efficacité diminue et les objectifs de croissance s'éloignent discrètement. C'est à peu près la situation de la Chine en ce moment, alors Pékin a eu recours à des mesures d'urgence. Les réserves stratégiques sont libérées pour maintenir les usines clés en fonctionnement, et pendant un instant, il semble que la pression diminue. Mais chaque baril prélevé sur les réserves ne fait que gagner du temps. En marche. Un brut mal adapté ralentit même les plus grandes raffineries, et une rotation des stocks ne fait que masquer des fissures plus profondes. La diplomatie n'apporte pas beaucoup d'aide non plus. Pékin peut protester et négocier, mais les mots ne font rien bouger. Les pétroliers, le contrôle des routes maritimes, des ports et des assurances, tout cela se trouve ailleurs. Les perturbations en Iran et au Venezuela rendent cela douloureusement évident.
À présent, l'erreur de la Chine est évidente. Parier sur des fournisseurs instables ne l'a pas rendu plus sûr, cela l'a rendu plus exposé. La sécurité énergétique ne concerne pas les accords audacieux ou le pétrole bon marché, elle concerne la fiabilité. Au bout du compte, la réalité est que l'ancien manuel de Pékin est terminé. La seule voie qui reste et qui fonctionne réellement est celle qu'elle a empruntée il y a 2 décennies. Éviter, payer plus, répartir le risque, et enfin, acheter auprès de pays qui n'ont pas besoin d'une révolution ou d'un groupe aéronaval américain pour maintenir le flux de pétrole. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs. Et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Business Basics. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter nos images du front, et nous n'avons pas à flouter la destruction des bases aériennes russes. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre travail et notre chaîne, alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.